Bonjour à toutes et à tous. Voici le grand journal. Au sommaire, 3 blessés évacués à l'hôpital, des maisons endommagées. Ce sont entre autres les graves conséquences de l'incendie d'une centrale électrique de Senelec à Thiès. Cette nuit, c'était la galère à Thiès, Dakar et Mbour. Accident ou sabotage, le directeur général de Senelec réagit dans ce midi. Et s'il s'agit d'actes malveillants, la société d'électricité va sévir, a dit Mohamedou Maktar Sissé. Détournement d'engrais supposé ou réel, des paysans de Mbaké n'ont pas reçu d'intrants. Le président du conseil départemental invite les autorités à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis en politique, élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'APR prend le gros morceau et laisse la portion congrue aux alliés, mais ces derniers semblent relativiser. Dans ce 12 heures, le tour du monde avec Binta Diallo. Bonjour Binta. Bonjour Antoine. Vous allez présenter donc l'actualité internationale, mais les titres. Coupable, c'est ce qu'a plaidé Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, l'homme accusé d'avoir détruit les mausolées de Tombouctou. Son procès s'est ouvert aujourd'hui à la CPI, la Cour pénale internationale. Grève générale demain à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'appel de l'opposition qui dit non à tout report de l'élection présidentielle. Nous irons également au Bénin où tous les ministres ont été appelés à déclarer leur patrimoine. Au menu de la page des sports, les Jeux Olympiques, les Nawetan et les U17. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Antoine. Les Jeux Olympiques clôturés hier, des Jeux largement dominés par les États-Unis. Le Kenya, première nation africaine. Le Sénégal rentre bredouille de Rio. Comment faire pour espérer gagner une médaille à Tokyo en 2020? Vous entendrez le président de la Fédération sénégalaise de handball. Sénégal-Guinée, c'est l'affiche du dernier tour des éliminatoires de la CAN U17. Le Sili, dernier obstacle à franchir pour se rendre à Madagascar. Et puis, phase nationale ONCAV à Ziguinchor, fin du premier tour. On connaît les affiches des quarts de finale. Point de vue sur le bilan de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Aucune médaille. Le débat du jour, c'est à 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Cher Ante Diop, bonjour. Oui, bonjour Antoine. L'incendie qui s'est déclaré cette nuit à la centrale électrique de Senelec à Thiès a fait 3 blessés. Alors, ils sont évacués à l'hôpital. Les maisons qui sont aux alentours ont été également endommagées. La ville de Thiès a connu cette nuit jusqu'au matin de longues heures de coupure. Racontez-nous ce calvaire des populations. Voilà, Antoine, vous avez parfaitement raison. Ici à Thiès, la situation reste inchangée depuis hier nuit. La capitale du pays est plongée dans le noir suite à une explosion qui s'est produite à la principale centrale de la ville. Et nous avons fait le tour des quartiers environnants ce matin, quartier Mangom, Mbour 1, et partout c'est le même spectacle avec des populations qui ne savent plus se donner de la tête. Et au-delà de la coupure prolongée d'électricité Antoine, dans toute la ville, l'explosion a fait quelques blessés qui ont été en tout cas évacués au service des urgences de l'hôpital Amadou Sakhine Djegen de Thiès. Le préfet de Thiès, Alun Badra Samb, et le maire de la commune d'arrondissement de la commune de Thiès-Ouest. Et Alun Sow était sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Et la Sénélec a dépêché une équipe de techniciens venus de Dakar et qui travaillent d'arrache-pied pour rétablir l'électricité. Et pour vous dire, Antoine, l'Internet est totalement indisponible dans la ville et nous y reviendrons prochainement chez Ante Diop, RFM Thiès. Merci, cher Ante Diop. Ce fut une nuit cauchemardesque avec une chaleur insupportable. Ils ont été nombreux à passer une nuit de galère. C'était la souffrance. Reportage Seydou Nourouba. Une forte canicule les surprend au milieu de la nuit. C'est le début d'une galère qui va les accompagner jusqu'à l'aube, certains diront, jusqu'à 8 h du matin. C'est pénible vraiment. C'est pénible parce que j'ai constaté que c'est vers les coups de 4 h du matin, jusqu'à 8 h, on n'a pas eu d'électricité. C'est dur, je ne pouvais même pas dormir. J'ai allumé le ventilateur, je me suis réveillé vers 3 h, 4 h du matin. J'ai constaté qu'il n'y avait plus de courant. Oui, j'ai galéré. Une longue coupure qui s'est signalée à un moment indésirable, puisque tout le monde était en plein sommeil sous une climatisation ou un ventilateur, histoire de trouver une parade à la forte canicule. Ce pompier se trouvait dans une station à Mermoz, raconte sa galère. Je ne pouvais plus dormir jusqu'à l'aube. C'était très chaud. C'était très chaud. Oui, même il n'y avait même pas d'eau pour se laver.
pour aller au boulot. Je suis fatigué, je suis venu ici pour me laver. Ce sexagénaire à la retraite a vécu la même galère, mais a beaucoup plus pensé à ses enfants qui n'ont pu supporter la chaleur. Ils sont restés assis, les yeux ouverts, jusqu'au petit matin. Vraiment, on n'a pas bien dormi, hein. Ça a tout gâché. Les enfants, comme les parents, tout le monde dans la même situation. On était obligé d'ouvrir fenêtres et portes. Ils ont eu l'habitude parce que même s'il y a une coupure de 10-20 minutes, ils se réveillent aussitôt hein, parce qu'ils ont l'habitude du ventilateur toute la nuit. Oui. La Sénélec est interpellée et ses citoyens ne veulent plus que des réparations en cas de coupure, mais d'autres parades pour leur éviter des coupures qui dépassent 20 à 30 minutes. Et comment cette panne de la Sénélec a été vécue à Mbour, dans la capitale de la Petite-Côte. Il y a eu beaucoup de désagréments. C'est vers 10 heures que l'électricité est revenue après une nuit pénible pour les populations privées d'eau également. Abdou Diouf Junior. Depuis quelques semaines, ces Mbourois s'étaient habitués aux coupures d'électricité. Cette fois, leur calvaire a duré plus longtemps, 3 heures du matin. Certains ont dû se réveiller trempés de sueur et constater que leur ventilateur était aux arrêts. Cette forte chaleur a rendu leur nuit plus longue et plus pénible. Les dégâts sont importants par endroits. Des produits conservés dans des réfrigérateurs risquent de pourrir. Les boutiquiers, les bonnes dames qui n'ont pas de groupes électrogènes sont les plus touchés. Ces habitants de Mbour et environ ne vont donc pas oublier cette soirée de sitôt. Leur calvaire ne s'est pas limité à la coupure d'électricité. L'eau également ne coulait plus des robinets. Si certains quartiers sont rétablis aux environs de 10 heures ce matin, d'autres reçoivent le liquide précieux, mais la pression reste assez faible. Ces désagréments sont dus à un accident à la centrale électrique de Thiès. Aux dernières nouvelles, les techniciens de la Sénélec étaient à pied d'œuvre pour rétablir définitivement la situation. Abdou Diouf Junior Mour, Radio Futur Média. Jusque-là, on parle d'accident et le directeur général de Sénélec qui se prononce sur cette longue coupure a fait savoir que s'il s'agit d'un acte de sabotage, la Sénélec va sévir. Écoutons Mohamedou Maktar Sissé au micro de Mantouré. Présenter mes excuses et les excuses de Sénélec, je voudrais dire aux clients, aux consommateurs pour l'incident survenu cette nuit à 3h14 exactement et qui nous a valu de longues coupures pour presque l'ensemble de nos clients de Dakar. Cet incident est survenu suite à un incendie au poste de haute tension de Tchona à Thiès. Nous sommes dans un réseau interconnecté avec le Mali et la Mauritanie. Il arrive souvent que nous soyons impactés par des incidents qui arrivent au niveau de Manantali, du Mali ou bien de la Mauritanie. Mais cette fois, c'est nous qui avons impacté à partir de cet incendie l'ensemble du réseau interconnecté. Donc à la fois les 3 pays, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie sont allés en blackout. Et donc c'est ce qui a retardé la reprise parce que si c'est un seul pays qui est en blackout, les autres peuvent le soutenir. C'est ça le but de l'interconnexion. Mais cette fois malheureusement, comme c'est l'ensemble des 3 pays qui sont entrés en blackout en même temps suite à un incendie. Donc ça a impacté, comme c'était sur un poste haute tension qui transporte l'électricité dans les 2 sens, donc tout le système est tombé. Il peut y avoir des raisons techniques. A priori, c'est un accident. Il peut s'agir d'un acte malveillant. Je ne sais pas au moment où je vous parle de quoi il s'agit, parce que j'ai veillé avec les agents, donc je salue le courage d'ailleurs. J'étais à Anne et à Bel-Air et j'avais dépêché des directeurs au dispatching pour surveiller la reprise progressive, parce que le courant, une fois qu'il est parti, on ne peut pas le remettre comme si vous appuyez sur un disjoncteur. Non, il faut le reprendre progressivement et ça prend du temps. Il faut beaucoup de mesures de sécurité pour reprendre l'ensemble du système une fois qu'il est tombé. Donc c'est ce qui explique la longueur de la reprise. C'est à la hauteur de la nature de l'incident. Nous en excusons. C'était donc les explications et les excuses du directeur général de Sénélec, Mohamedou Maktar Sissé. Mais il y a 1001 questions à se poser par rapport à cette panne. Comment une telle chose peut-elle arriver? Le commentaire du jour est signé Babacar Fall. C'est loin d'être banal. Derrière cette panne se cachent d'énormes interrogations sur la sécurité même du Sénégal. Une panne dans une centrale électrique qui provoque un blackout total dans plusieurs villes, dont la capitale Dakar. Une panne de quelques minutes, on peut comprendre, mais quand ça dure des heures et des heures, c'est inacceptable. On pensait en avoir fini avec ces désagréments. On pensait que le régime Macky Sall avait réfléchi sur un plan B en cas de dysfonctionnement de cette nature qui plonge tout un pays dans le noir. Donc, il est possible de priver le Sénégal de courant quand une centrale électrique est endommagée.
De la même manière qu'on peut stopper la distribution de l'eau quand l'usine de Cormomarsar fait des siennes. Et que font les dirigeants? Ils sont en vacances ou ils se concentrent plus sur l'élection des membres de l'inutile Haut Conseil des collectivités territoriales qui coûtera sensiblement de l'argent aux contribuables. En plus, aucune autorité ne s'est réveillée la nuit dernière pour communiquer, parler aux citoyens qui vivent un calvaire avec cette panne dans la distribution du courant électrique. Même pas le ministre de l'Énergie qui, pourtant, ironie de l'histoire, est originaire de Thiès, là même où l'explosion qui a provoqué la panne s'est produite. C'est cela le régime Macky Sall, un régime qui dort. C'était donc le large focus consacré à la panne de Sénélec. 12h10, vous suivez le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Parfum de détournement d'engrais à Taïf et autres localités environnantes. Le président du conseil départemental de Mbacké réclame une enquête pour tout clarifier. D'après Serigne Fallou Mbacké, les paysans n'ont pas reçu d'intrant. Nous l'écoutons au micro de Papa Balagay. Aussi bien à Taïf et ailleurs, les paysans n'ont pas reçu les engrais ou bien les semences ou bien les intrants qui leur destinaient. Donc il revient donc à l'autorité compétente, je veux dire le gouvernement, d'actionner les leviers pour faire une enquête dans ce sens. Et que plus jamais de telles pratiques ne se reproduisent. Parce qu'en réalité, ce sont les ressources de l'État, les ressources publiques du peuple sénégalais qui est détourné. Et par conséquent, je crois que l'erreur doit être rectifiée pour que plus tard, les telles pratiques ne se reproduisent. En politique, élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, la PR s'est mieux servie que ses alliés. Et comment le PIT, la LD et Macky 2012 considèrent cet état de fait? Mohamed Ali Mouba signe le dossier du jour. Ce sera sans doute lors de nos prochaines éditions. La suite de ce journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta. Rebonjour Antoine. L'extraction des mausolées de Tombouctou, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi plaide coupable. Son procès s'est ouvert à la CPI. Aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, l'homme poursuivi pour la destruction des mausolées de Tombouctou a tout simplement plaidé coupable devant les juges de la Cour pénale internationale. Ahmed Al-Mahdi est un Touareg né en 1975. Le point avec Migui Maramdjaï. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'être l'auteur des attaques contre 9 des mausolées de Tombouctou, mais aussi contre la porte de la mosquée Sidi Yahya. La procureure Fatou Bensouda n'a pas du tout été tendre avec le patron de la ISBA, la Brigade islamique des mœurs. Selon la Gambienne, attaquer et détruire les sites et les symboles culturels de communautés est une agression contre leur histoire. Mais l'accusé, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, présenté comme un homme raisonnable, un intellectuel, veut plaider coupable, assure son avocat Mohamed Aouni. Il veut également demander pardon aux habitants de Tombouctou et au peuple malien. Ce procès est qualifié par beaucoup d'historiques parce que c'est la première fois qu'un djihadiste présumé est traduit devant la Cour pénale internationale. Le premier lié au conflit malien, mais aussi le premier qui pourrait reconnaître sa culpabilité. Migui Maram Ndiaye, au Bénin, l'autorité de lutte contre la corruption demande aux ministres de déclarer leur patrimoine. C'est ce que dit la loi selon l'ANLC. Au Bénin, tous les membres du gouvernement et les cadres des organisations d'État en fonction de 2011 à 2016 doivent déclarer leur patrimoine. Daouda Diouf. C'est une loi adoptée en octobre 2011 portant sur la lutte contre la corruption et autres infractions connexes qui prescrit au titre des mesures préventives la déclaration de patrimoine par les agents publics, notamment les membres du gouvernement, les institutions et les cadres des ministères et organismes d'État ayant donc leur entrée à la fin de leur fonction. Selon l'autorité nationale de lutte contre la corruption au Bénin, cette prescription a été édictée notamment pour prévenir et combattre efficacement l'enrichissement illicite. Dans cette perspective, l'ANLC a envoyé des correspondances aux différents ministères auxquels il a été demandé d'une part d'inviter les personnalités hauts fonctionnaires et autres agents publics astreignant à cette obligation et exerçant dans leurs structures respectives à se conformer aux prescriptions de la loi et d'autre part de communiquer la liste exhaustive des personnalités concernées par la déclaration.
L'ANLC estime que sur les 21 ministres béninois du nouveau gouvernement, seuls 4 ministres ont déclaré leur patrimoine. En ce qui concerne le Parlement, sur les 83 députés, seuls 6 ont déclaré leur patrimoine. L'autorité nationale de lutte contre la corruption du Bénin invite les instances habilitées à entamer la phase de répression pour contraindre toutes les personnes astreintes à se conformer à la loi dans les délais prescrits. La fameuse déclaration de patrimoine, on entend celle de Binta Diallo. Journée ville morte demain à Kinshasa, Binta. Capitale de la République démocratique du Congo, Antoine, journée ville morte demain, mardi, sur initiative de l'opposition. Elle se dit insatisfaite des mesures de décrispation politique annoncées par le ministre de la Justice. L'opposition congolaise parle même de provocation. L'élection présidentielle initialement prévue cette année pourrait ne pas se tenir cette année et même en 2017. La commission électorale a demandé un délai de 16 mois pour finaliser l'enregistrement des 30 millions d'électeurs en âge de voter. Gouvernement d'union nationale en Tunisie, Ennahda émet des réserves. Ennahda, c'est le parti islamiste au pouvoir. Il a émis des réserves sur la composition du gouvernement d'union nationale. Le président d'Ennahda s'est adressé au nouveau chef du gouvernement en ces termes: nous n'accepterons aucun soupçon de corruption parmi les membres du gouvernement, ni aucune personnalité qui pratiquerait l'exclusion envers Ennahda ou une autre partie ou un autre parti politique. Malgré ce ton ferme, Ennahda devrait accorder sa confiance au nouveau gouvernement d'union nationale. Antoine, c'est tout. C'était donc l'actualité internationale. Merci Binta. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le bilan de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Aucune médaille pour notre pays. Le débat du jour, donc, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Les sports, Youssouf Podion. Les Jeux Olympiques en ouverture, ils ont été clôturés hier, c'est bien cela. Oui Antoine, 15 jours de compétition largement dominés par les États-Unis avec 121 médailles, dont 46 en or. Sur les 207 pays représentés, 84 ont été médaillés. Les athlètes de 123 nations sont rentrés bredouilles parmi ces pays. Le Sénégal, qui court derrière une médaille olympique depuis 1988. Ce n'est pas surprenant vu le profil de nos athlètes, c'est l'avis du président de la Fédération sénégalaise de handball. Il faut mettre en place un cadre pour suivre les jeunes talents et les préparer à la performance. C'est ce que propose Seydou Diouf, que je propose de suivre. Je ne m'attendais pas à ce que nos athlètes nous amènent des médailles, s'il faut dire qu'à la vérité. Je m'attendais beaucoup plus à ce que nos athlètes améliorent leur performance. Moi, j'ai regardé par exemple les matchs de l'équipe nationale de basket. Nos filles ont été performantes face à de grandes nations. Et cette performance doit préfigurer justement de ce qu'elles devraient faire pour la prochaine CAN. Donc, de mon point de vue, les JO de Rio ont été un cadre d'amélioration de la performance. C'est ce qu'on attendait. Maintenant, tout le monde n'a pas amélioré ses performances. Il faut en tirer les conséquences. Nous avons des athlètes qui ont un peu vieilli. Une nouvelle génération doit exister. Mais si on veut, objectivement au Sénégal, aller vers des médailles dans des Jeux Olympiques, il nous faut, de manière objective, repenser la construction du chemin de la performance par nos athlètes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des générations spontanées. On n'a pas un cadre qui permet à nos athlètes très jeunes d'être pris en charge sur le créneau de la performance. Et je pense que c'est un maillon qui manque et c'est quelque chose qui fait partie des réflexions qui sont aujourd'hui alimentées au niveau du ministère des Sports par le ministre Matarba. Le Comité national olympique a accompagné comme il pouvait en accordant des bourses, etc. pendant des années. Nous aujourd'hui, par exemple, si on a des performances au handball féminin, on le doit en grande partie aussi par les efforts du ministère des Sports, mais accompagné par la bourse olympique que nous avons obtenue du Comité olympique qui nous a permis justement d'avoir des préparations à temps, ce qui a eu pour conséquence pour le handball féminin de décrocher pour la première fois dans l'histoire une médaille de bronze aux Jeux africains. Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball. La Jamaïque a terminé 16e juste derrière le Kenya avec 6 médailles d'or. Les 3 ont été décrochés par Usain Bolt. Le sprinter 9 fois médaille d'or a fait ses adieux au JO avec plusieurs records battus. Retour sur le parcours atypique de l'homme le plus rapide au monde avec Macoumba Beye. En 120 ans, c'est-à-dire depuis la première édition des JO en 1896 à Athènes, personne n'a fait mieux que Usain Bolt. Il quitte et laisse ses records.
Depuis Carl Lewis en 1984 et en 1988, aucun coureur n'a pu remporter 2 médailles d'or de suite sur une discipline. Bolt a remporté 3 médailles en 3 éditions successives, le fameux triple-triplé. Il n'aura pas été le plus rapide au monde avec des performances qui défient les limites du corps humain. Il aura aussi été celui qui a sauvé l'athlétisme quand il était au plus bas dans des scandales de corruption et de dopage. Considérez par exemple que les 26 les plus rapides aux 100 mètres ont tous été contrôlés positifs au dopage. Bolt, qui a reçu plus de tests que n'importe quel autre athlète au monde, a toujours été propre. Jusqu'à 12 ans pourtant, il ne pouvait pas battre sa mère sur un sprint. Mais à 15 ans, en 2002, il devient le plus jeune champion du monde en 200 mètres. À chaque fois qu'il a perdu, ce qui est rare, c'est peut-être par manque de concentration. En 2008 à Beijing, quand il battait le record du monde aux 100 mètres, il avait oublié de nouer les lacets de sa chaussure gauche et ne s'était même pas rendu compte qu'il était devenu le plus rapide de tous les temps. Peut-être ce qui fait de lui l'athlète le plus aimé au monde. Les Américains qui savent bien repérer une future icône lui avaient proposé une bourse. Il l'a déclinée pour rester près des siens. Il est incomparable parmi les humains, c'est pourquoi peut-être on l'a comparé aux animaux. Sur les 4 ou 6 bêtes qui courent plus vite que lui, le lièvre n'y figure pas. Et seul l'autruche en est bipède. Toutes les autres ont 4 pattes. Usain Bolt n'a été lent qu'une fois dans sa vie et c'est avant qu'elle ne vienne au monde selon sa mère. C'est lorsqu'elle était à terme et que le bébé a attendu 10 jours de plus avant de naître. Peut-être qu'il prenait son élan. Et oui, c'est ça Usain Bolt. Ouais, c'est l'homme le plus rapide au monde. Sans doute. Football Youssouf, éliminatoire CAN U17, le Sénégal va affronter la Guinée. C'est pour le compte du 3e et dernier tour. Match aller prévu le 16 septembre. Les Lionceaux vont maintenir le cap pour se qualifier pour ces phases finales prévues à Madagascar. Le DTN, directeur technique national du football sénégalais, Mayacine Marc, je propose de suivre. Il faut les encourager, ces jeunes. Ils sont dans la formation et je crois que les 2 matchs résumés, en tout cas, montrent qu'il y a de la qualité au niveau de nos centres de formation et clubs. Et je crois que ce match que nous avons livré, en tout cas avant-hier contre la Tunisie, montre également aussi non seulement de la qualité dans le jeu, mais également aussi un bon mental, parce qu'il faut le faire, vraiment être mené et ensuite revenir au score et même mener au score. Ils l'ont fait à Tunis, ils l'ont fait à Dakar. Je crois qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. De toute façon, nous ne restons pas dans l'euphorie, au contraire. Nous essayons en tout cas de progresser sereinement, n'est-ce pas, en travaillant avec les jeunes joueurs, en essayant de progresser. Parce que le plus important, c'est de les voir demain dans l'équipe A. On ne mettra pas le nom de l'équipe qui sera en face de nous, mais ce sera une équipe de 17 qui sera en face de nous et qui devra essayer donc de passer pour la qualification, donc pour la CAN de Madagascar. Bon, nous ne proposons pas seulement le nom. Bon, l'essentiel, c'est que c'est 2 matchs à jouer, un match à Dakar et un match à Conakry. Bah écoute, on va se préparer comme on a l'habitude de le faire et on va jouer comme effectivement on a abordé les 2 matchs contre la Tunisie. Rien ne va changer. Les Nawetan maintenant avec les phases nationales, on connaît les affiches des quarts de finale. Les phases de poule ont été clôturées ce week-end. Il y aura donc Cap Skirring, Entente Saint-Etienne Relais, AS Bassène Renaissance, Darou Salam de Dakar contre Soukoupapaye de Ziguinchor, Diamaguène Thiès, Bendoula de Ziguinchor. Tous les 4 matchs, les quarts de finale sont prévus ce mardi au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Youssouf Bodian, merci. RFM. Reportage vacances. Reportage vacances. Réalisé à Hambourg, notre correspondant dans la capitale de la Petite Côte est allé à la rencontre de parents d'élèves qui profitent de cette période de répit pour souffler, car durant l'année scolaire, il faut se lever tôt pour s'occuper de sa progéniture et puis faire des dépenses au quotidien. Reportage vacances signé Abdou Diouf Junior. Entre forte pression et relax pur, il n'y a qu'une barrière à franchir pour Sohna Aïcha, la fermeture des classes. Il y a beaucoup de pression. Tu te lèves très tôt le matin pour préparer les enfants, leur petit déjeuner et le reste, car tu ne peux pas les laisser aller à l'école sans manger. Par la suite, je dois leur donner quelques pièces. Or, souvent, c'est très difficile de joindre les 2 bouts. Confirmation de cet élève de 5e. Avec ses sœurs, beaucoup trop de bruit à la maison, assez pour contrarier leurs parents. On les fatigue trop parce qu'on fait trop de bruit. Eux, ils parlent, nous, on continue à parler. Alors, eux, ils se fatiguent.
pendant les vacances. Dès l'ouverture des classes, la donne change. Le quotidien des parents aussi. Chacun part travailler, donc ils sont là, tout tranquille, pas trop de bruit. Ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence. Les enfants continuent leur cours de Coran. Seuls les emplois du temps diffèrent. La responsabilité d'une mère ne change jamais. Vacances ou pas, tu leur prépares la même chose. Le bain, la nourriture et tout le reste. Ensuite, ils vont au Dara durant les vacances et cette pression continue. Ses parents ne sentent pas trop l'effet des vacances. Tout c'est la même chose. Non. Tout c'est la même chose. Activité c'est la même chose. 3 mois de congé pour ces enfants, c'est soit autant de jours de relax pour les parents, soit tout à fait le contraire. Abdou Diouf Junior Bour, Radio Futur Média. RFM, la presse du jour. La presse du jour, passée en revue par Mohamed Talimouba, bonjour. Bonjour. Au Conseil des collectivités territoriales, la liste complète de Benno Bokk Yakaar sur les 45 départements du Sénégal connus. Toute la liste dont l'Observateur a reçu copie publiée à sa page 5, que comprend le journal note que Macky Sall a fait le partage de Bouki Liène. Tous les gros quartiers de la bête vont à sa formation. Le confrère anticipe la colère des alliés en ces termes. Du boucan, il y en aura au sein de la coalition présidentielle. La paire s'est taillée la part du lion parce qu'elle reste majoritaire dans les conseils départementaux. Le reste des sièges est partagé entre le PS, l'AFP et le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme Takku Defaraat Sénégal. Les autres alliés, c'est-à-dire la Ligue démocratique, le PIT, Macky 2012 totalement zappé. Ils ne participent pas au banquier. Le journal note que la LD a fini par constituer ses propres listes dans 3 départements, tout comme le Parti socialiste qui, après le département de Dakar, a fait cavalier seul vers Guinguinéo. Enquête souligne que malgré tout, l'AFP mobilise ses troupes autour de Benno Bokk Yakaar. Le week-end dernier, la formation de Moustapha Niasse a réitéré, selon le journal, son engagement derrière la coalition présidentielle. Les responsables du parti optimistes sur le triomphe de Benno Bokk Yakaar à Dakar. Mais attention, relativise Walfadjri, l'AFP a intérêt à surveiller ses arrières car Khalifa Sall est à ses trousses. Le maire de Dakar a réussi à recruter 2 maires de l'AFP. Titre du journal, Khalifa joue un sale tour à Moustapha. Grosse colère à l'intérieur du pays à l'issue des investitures. Ça graisse des dents, par exemple à Goudiri, c'est dans le Sénégal oriental. La campagne pour l'élection des hauts conseils en question, que de la pagaille, souligne en première page le quotidien. En page intérieure, sucré salé décrypte. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une haute compétition pour la consécration et les titres, une course pour les fonctions et les avantages. Cela donne de hauts combats en attendant la bataille finale. Le confrère de poursuivre depuis quelques jours les politiciens de profession polluent le débat public dont l'unique dessein est de dessiner les contours de leur avenir grâce à l'aide du contribuable, lequel saigne depuis 5 ans, 6 ans pour entretenir des hommes politiques incapables de lui assurer son pain quotidien. Une bonne santé, une éducation de qualité, c'est déjà trop demandé à cette casse relève encore sucrée et salée. En profondeur, l'équation de la mobilité urbaine à Dakar, 10 ans de renouvellement du parc automobile est toujours la même équation. Enquête souligne que plus de 1500 cars rapides et Ndiagandiaye ont été remplacés par des minibus. Les 1400 restants le seront d'ici 2018. Le confrère qui a enquêté pour vous parle de surexploitation des minibus et de conditions précaires des chauffeurs et receveurs. Ces terribles maladies des écoles de formation en santé, elles sont non reconnaissables avec un faible niveau de leurs formateurs, un chômage aussi de diplômés à leur sortie. L'AS étale toute la face hideuse de ces écoles de formation. Et puis un responsable de l'UDP, le principal parti de l'opposition dirigé par Ousseynou Dabo, meurt en prison. Selon enquête, Ibrahima Solo Kourouma est mort aux premières heures de la matinée de samedi dernier des suites de complications d'une opération ratée effectuée en catimini sur ce détenu politique pendant la nuit. Selon des sources de la prison Maeltou où il était incarcéré, l'homme était gravement malade dans sa cellule de prison depuis plusieurs semaines. L'opposant purgeait une peine de 3 ans avec 18 de ses camarades. Bonne lecture à tous. RFM Midi. RFM Midi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le bilan de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Aucune médaille pour notre pays. C'est le débat du jour. Midi. En ligne, Abdoulaye Diaw. Bonjour Abdoulaye. Antoine Diouf, bonjour. Chroniqueur à la RFM et à la TFM, chroniqueur sportif donc.
Abdoulaye, les Jeux Olympiques sont derrière nous. Ils ont été clôturés hier. 200 pays ont pris part à ce rendez-vous important. 84 ont une ou des médailles, 123 sans médailles dans le Sénégal. C'est une déception pour notre pays. Non, nous sommes à notre place. Nous savions au tout début, ce qui nous attendait, la surprise aurait été certainement de voir un Sénégalais monter sur le podium. Parce que le cas Diaba est un mauvais exemple. Diaba, c'est du miracle. Ce que Diaba a fait à Séoul en 1988. On ne peut pas réussir dans le monde quand on n'est pas prêt à domicile. Aujourd'hui, le sport sénégalais ne peut plus abriter de compétition internationale à domicile, parce que sur le plan de l'infrastructure, vous n'êtes pas prêt, mais vous ne pouvez pas être performant dans le monde. Oui. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. On faisait la chasse au miracle. Et tenez-vous bien, dans cette chasse au miracle, le basketball féminin y a réalisé la meilleure participation depuis 50 ans de nos athlètes, de nos basketteuses dans le monde. Tenez, le Sénégal était dans la poule du podium. Oui. Médaillé d'or, États-Unis. Le Sénégal était dans sa poule. Médaille d'argent, Espagne. Le Sénégal était dans sa poule. Médaille de bronze, Serbie. Le Sénégal a perdu devant la Serbie par 7 points d'écart au cours de son 5e match de qualification. Ce n'est pas faire grise mine. Le basket y a fait la meilleure participation. Il faut travailler dans le sens de l'amélioration de ce qui existe, mais la surprise aurait été de voir le Sénégal rentrer avec une médaille. Oui, on savait qu'on n'allait pas obtenir de médaille. Malgré tout, on y a été quand même, avec 800 millions de francs CFA comme budget. Et pour le ministre des Sports, le plus important, c'était d'y aller. Vous partagez sa réflexion ou son point de vue? Oui. Vous savez pourquoi je partage sa réflexion? Oui. Aller aux Jeux Olympiques, pour les pays d'Afrique que nous sommes, c'est encore une récompense. En un mot, c'est un pèlerinage pour les Africains que nous sommes. Les Sénégalaises au basket sont les meilleures en Afrique. Elles sont championnes d'Afrique en titre. Il faut leur permettre de se jauger dans le monde, voir ce qui se fait de mieux dans ce domaine. C'est vrai que nous n'avons pas le niveau, mais ce n'est pas une raison de verrouiller à la participation du Sénégal vers le monde. Par contre, il y a ceci, ne plus investir sur ces grands rendez-vous. Ne plus investir, d'autant que vous êtes sûr d'aller, comme on dit, vers l'échec de la figuration, oui. Voilà. Les athlètes y vont. Oui. Comme on va au pèlerinage à la Mecque, vous en voyez qui vont à la Mecque les poches vides. Parce qu'à la Mecque, ils n'y vont pas peut-être pour faire du marché, mais pour se rapprocher de Dieu. On peut aller à la Mecque les poches vides. Tout comme on peut aller aux Jeux Olympiques les poches vides, parce qu'il faut y aller pour voir ce qui se fait de mieux dans ce domaine et essayer de progresser à domicile. Et puis, ne pas se tromper sur ceci. Les générations changent. Il ne faut pas investir sur des générations. L'équipe de basket du moment qui a fait des merveilles, vous n'êtes pas sûr aux prochains Jeux Olympiques d'avoir la moitié. Elles auront peut-être vieilli de 4 ans de plus. Même si le cas Aïssatou Traoré est exceptionnel, elle a 36 ans et c'est la meilleure Sénégalaise encore et peut-être l'une des meilleures Africaines du moment. C'est une exception. Allez aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde sans investir, parce que l'investissement doit rester à domicile. Il vaut mieux avoir une salle de basket fonctionnelle plutôt que de faire de la préfiguration dehors. Oui, alors, quand on regarde un peu les Africains qui sont médaillés, le Sénégal n'en a pas, le Niger, oui. Et quand on parle du Niger, on écarquille les yeux. A-t-on tort de réagir ainsi? Le Niger est dans le cas du Sénégal de 88. Quand Elas Diaba a été médaillé d'argent à Séoul, j'étais avec Majib Sen, Tafanyay et Serigne Ali Cissé, Cheikh Tidiane Fall, journaliste. Parmi eux, il y en a qui ont écrasé des larmes de joie parce que nous ne nous attendions pas à ce que Diaba a fait. C'est le cas du côté du Niger. Vous avez envie, vous ruminez le cas du Kenya. Mais le Kenya, c'est un environnement. Ce n'est pas un travail forcené, ce n'est pas une application jusqu'aux extrêmes limites côté Kenya. Ils vivent en altitude, ils sont favorisés par leur situation.
géographique. Les Kenyans, les Éthiopiens, tout ça, oui. Voilà. C'est tellement vrai que ceux qui vivent en altitude le plus gros du temps ne gagnent que dans les épreuves de course. Voilà. Ils ne gagnent que dans les épreuves de course. Ailleurs, ils disparaissent. Donc, ils sont favorisés par leur situation de pays vivant en altitude. Naturellement, dans les épreuves de course, ils ont la possibilité de réussir. Alors, le Niger est dans la situation du Sénégal. Vous avez aussi vu que 6 pays d'Afrique sur 84 ont été médaillés. L'Afrique du Sud, qui est de niveau mondial, tellement vrai que les Sud-Africains sont champions du monde de rugby. Ils ont organisé la Coupe du monde de football. Cela veut dire qu'ils sont prêts. En plus des pays de l'Afrique du Nord, Égypte, Tunisie et Maroc. Et puis le géant malheureusement désordonné, le Nigeria, qui fait partie des 6 pays qui ont été médaillés sur 84. Les non-médaillés sont plus nombreux que ceux qui ont pris part, que ceux qui sont montés sur le podium côté africain. Très bien. En tout cas, merci Abdoulaye Diaw. Je rappelle que vous êtes chroniqueur sportif à la RFM et à la TFM. On parle du bilan des Jeux Olympiques, mais plus exactement de la participation du Sénégal à ce rendez-vous important. Les JO ont été clôturés hier à Rio, au Brésil. Le Sénégal n'a aucune médaille. RFM Midi. RFM Midi. Point de vue sur le bilan de la participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Rio. Aucune médaille pour notre pays. Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Ali Diassé, nous allons nous en arrêter là, puisqu'il y a quelques difficultés dans la communication avec nos intervenants. Je rappelle que, oui, on me signale que Santi Agne est en ligne. Bonjour, monsieur Sen. Santi Agne Sen, vice-président d'Iconos. Vous nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, le Sénégal est rentré bredouille, disons, des Jeux Olympiques de Rio. Comment jugez-vous cette aventure sénégalaise? Écoutez, le Sénégal est rentré bredouille, comme semble-t-il, 120 autres pays. Ça veut dire simplement que la médaille olympique coûte très cher, qu'elle est très courue, très... Le Sénégal est rentré bredouille. Nous en sommes tous véritablement affectés. Cela dit... Affecté parce que vous vous attendiez à quelque chose? Nous espérions. Vous avez donné... Oui, oui. De manière très réaliste, nous pensions qu'une Isabelle Sambou, qui avait frôlé le bronze en 2012, qu'un Adama Diatta, qui règne sur l'Afrique, pouvait nous valoir des satisfactions. Qu'un Baladjé, bien qu'étant atteint par l'âge, qui a été, ne l'oublions pas, 3e mondial, pouvait, dans une compétition, nous valoir quelque chose. Et pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les sportifs sénégalais? Écoutez, pour les 3 dont je viens de vous parler, il est évident que dans les épreuves de combat, le tirage au sort est extrêmement important. Quand vous tombez sur celle qui, depuis 2002, règne sur le monde et qui a gagné 3 médailles olympiques, perdre devant cette personne-là n'est pas une infamie. C'est ce qui est arrivé à Isabelle Sambou, qui était notre première chance. Oui, mais si on veut aussi gagner une médaille, il faut qu'on se frotte au meilleur. Tout à fait, tout à fait. On se frotte au meilleur, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé et on a mesuré le fossé qui nous sépare. Mais je pense que les techniciens qui sont sur place, qui ont encadré techniquement, tireront le bilan technique. Mais ce que je puis vous dire, c'est que nous avons été battus dans ce sport de combat-là par des athlètes de très, très, très haut rang. Le ministre dit l'essentiel, c'était de participer à ces Jeux Olympiques. On est revenu digne. Oui, vous partagez cette position? Écoutez, comme je vous dis, moi je ne peux pas faire le bilan maintenant. Ce que je puis vous dire, c'est que sur certains athlètes, nous avons eu des déceptions. Nous aurions pensé qu'une fille comme Amicenne pouvait améliorer son record d'Afrique. Elle en était largement en deçà. Nous aurions pensé que nos nageurs pouvaient améliorer leur record. Mais nous ne pensions pas que
nos basketteurs pouvaient battre les États-Unis ou battre la Chine. Il faut aussi, dans certains domaines, savoir raison garder. Je pense que ce qui est important, c'est de tirer le bilan de manière très très sereine, en tenant compte des objectifs qu'on a signés aux uns et aux autres. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des athlètes. Adama Diatta a gagné son premier combat. Isabelle Sambou a gagné son premier combat. Nous avons eu la chance, dans des disciplines où nous ne participions pas, d'avoir des qualifiés, comme à l'escrime et comme au canoë kayak. Je pense qu'il faut continuer à travailler. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que certains ont déçu, d'autres moins, et il faudra travailler. Et je vous rappelle qu'avant de partir, Monsieur le Premier ministre a tracé la voie à suivre. Lors du Conseil interministériel, il a tracé la voie à suivre, sachant pertinemment effectivement que les médailles se gagnent au long cours. Et je pense que si on applique la thérapie de Monsieur le Premier ministre en relation avec le ministre des Sports et le président du comité olympique, on peut, d'ici quelques années, avoir des satisfactions. Merci, M. Santi. Aïnsen, vice-président du CNOS, cette fois-ci, c'est fini. La météo à l'Undiassé. Avant le rappel des titres. La journée du dimanche, c'était hier, a été relativement stable sous un ciel partiellement nuageux à nuageux sur une bonne partie de la façade ouest du sud du territoire. Toutefois, dès la fin de l'après-midi d'aujourd'hui, des développements sporadiques de nuages denses assez localisés pourraient intéresser le sud du pays. La chaleur sera ressentie sur l'ensemble du territoire, notamment les localités nord où un maxi diurne de 38 degrés sera enregistré à Podor. Un rappel des titres de cette édition. 3 blessés évacués à l'hôpital, des maisons endommagées. Ce sont entre autres les graves conséquences de l'incendie d'une centrale électrique de Sénélec à Thiès. Cette nuit, c'était la galère à Thiès, Dakar et Mbour. Accident ou sabotage, le directeur général de Sénélec a réagi dans ce midi. Et s'il s'agit d'actes malveillants, la société d'électricité va sévir, a dit Mohamedou Maktar Sissé. Détournement d'engrais supposé ou réel des paysans de Mbaké n'ont pas reçu d'intrants. Le président du conseil départemental invite les autorités à ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis, élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. La paire prend le gros morceau et laisse la portion congrue aux alliés, mais ces derniers semblent relativiser. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique à l'Undiassé. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À 13h, El Hadj Hassan Gueye pour la grande édition en Wolof. Toutes nos excuses pour les quelques impairs et désagréments survenus au courant de cette édition. Galgati Khibar, c'est tout de suite. À toutes et à tous, je souhaite une excellente. 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 À tous, je souhaite une excellente.